Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre série Les électrolytes, nos amis, avec le phosphore. On va parler un peu du phosphore, cet électrolyte qui est essentiel, on se rappelle, parce que dans le P de ATP, c'est pour le phosphore. Donc, vous aurez compris que c'est essentiel pour tout ce qui est production d'énergie en glycolyse et autres, la formation de l'ADN, l'ARN, puis toutes les molécules. Bref, c'est un peu une brique essentielle à la vie, on le sait. Le phosphore, c'est un anion intracellulaire. Puis un peu comme le magnésium puis le calcium, les niveaux sériques sont des reflets vraiment, vraiment bas. Donc en bas d'1% de la réserve de l'électrolyte corporel total. Donc ça reste quand même un mauvais indicateur. Mais bon, c'est l'indicateur standard, c'est ce qu'on a de disponible le plus facilement. Le phosphore, quand on va le doser, règle générale, ça va être entre 0,9 à 1,45 qui va être la normale. Mais faites attention parce que des fois, les intervalles vont changer selon les réactifs et les laboratoires. Fait que c'est vraiment important de regarder aussi ce qui est fourni par le laboratoire en termes de valeur de référence. Et comme tous les électrolytes, on se rappelle, on ne se base pas uniquement sur un phosphore sérique, mais bien selon un contexte clinique, parce qu'on ne répète pas un chiffre, mais on répète un patient, donc il faut regarder la totalité. Fait que là, je vous disais que c'était un électrolyte intracellulaire. Comment il est distribué? Donc, principalement dans les os, à 85%, parce que c'est sûr que si tu mets du calcium et du phosphore ensemble, ça va chélater, donc ça va faire des os, littéralement. Et 14% va être dans les tissus mous, puis la balance va être dans le liquide extracellulaire. L'intervalle thérapeutique, je vous disais, était entre 0,9 et 1,45, qui peut varier selon le laboratoire. On va souvent, après ça, diminuer entre sections asymptomatiques, symptomatiques et les symptômes plus sévères. Donc, règle générale, entre 0,64 à 0,9, les patients sont asymptomatiques. Donc, la répression n'a pas besoin d'être très agressive. Entre 0,64 à 0,33, souvent, il peut y avoir des symptômes, mais il y en a qui vont être asymptomatiques aussi. Cette section-là, elle est plus grise dans le sens que, bien qu'elle est plus basse, qu'il peut y avoir des symptômes, la question demeure où c'est que le phosphore va descendre. Va-t-il descendre en bas de 0,33, parce que là, les symptômes sévères sont plus rapportés. Qu'on parle vraiment des convulsions et autres, là, comme aussi la rhabdomyolyse. Parlant des symptômes, qu'est-ce que l'hypophosphatémie peut faire? Au niveau neuro, ça peut faire de la confusion, de la convulsion, des encéphalopathies. C'est rapporté surtout quand c'est des symptômes sévères, donc en bas de 0,33 généralement. Au niveau cardiaque, il peut y avoir une diminution de la contractilité. Il y a même des cardiomyopathies induites par l'hypophosphatémie sur des cœurs sains. C'est rapporté dans la littérature. Parce que, dans le fond, c'est de l'énergie, c'est de la contractilité. Donc ça, c'est un symptôme, je dirais, sévère, mais aussi un symptôme qui pourrait se produire entre 0,33 et 0,64. Peut-être pas la cardiomyopathie chez le cœur sain, mais l'impact sur le débit cardiaque, surtout chez nos patients qui sont fragiles, qui sont déjà en stress, peut-être que ces patients-là, quand le phosphore est entre 0,33 et 0,64, une diminution un peu de la contractilité cardiaque peut se voir. Et donc, peut-être que chez ces patients-là, ça pourrait valoir la peine de les répléter, surtout quand ils sont instables hémodynamiquement. Il y avait un papier qui disait que même les insuffisants cardiaques pourraient bénéficier, en dehors des soins intensifs, d'une réplétion de phosphore, que ça pourrait améliorer leur FEVG. Bon, je pense pas qu'on va passer de 15% à 55%, puis on va en faire un cœur neuf. Faut relativiser. Mais je pense que je trouve ça intéressant si on est capable de l'améliorer un peu, 2 à 5%. Peut-être que c'est suffisant pour améliorer ses symptômes à lui. Dans le cas de nos patients qui sont aux soins, ça peut faire la différence aussi au niveau des amines. Si on a une dysfonction cardiaque qui est associée à une hypophosphatémie, puis on la répète, puis finalement, le cœur a une meilleure contractilité, on va avoir une meilleure hémodynamie. Et les arythmies, surtout ventriculaires,
sont rapportés, mais surtout avec un phosphore en bas de 0,33. Donc, il faut quand même s'en soucier parce que c'est pas banal. C'est généralement asymptomatique, mais c'est quand même pas banal quand ça va très mal. Au niveau pulmonaire, on parlait de contractilité cardiaque, mais on va parler aussi de contractilité d'autres muscles, dont le diaphragme et les muscles respiratoires. Fait que c'est vraiment des muscles, bon, on le sait, hein, le diaphragme, s'il arrête de fonctionner, bon, ça t'amène un arrêt respiratoire. C'est prouvé être délétère, hein, pour la survie. Mais ça, ce que ça me dit, c'est qu'une hypophosphatémie qui a un impact sur ta contractilité du diaphragme, ben, si tu es en ventilation, puis tu as de la misère, ton sevrage de ventilatoire est difficile, puis tu as un patient qui est hypophosphatémique, peut-être que ça a un impact sur ta ventilation mécanique. Il n'y a pas vraiment d'étude là, qui va dire tu répètes le phosphore, tu vas diminuer ta durée de ventilation de 1,28262 jours. Comme tous les électrolytes, il n'y a personne qui étudie ça. Il n'y a aucune compagnie qui va étudier les électrolytes. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Mais on sait qu'une hypophosphatémie, surtout sévère, donc en bas de 0,33, et même chez certains patients entre 0,33 et 0,64, surtout quand tu es dans le bas de cet intervalle-là, tu peux avoir un impact sur ton diaphragme. Fait que c'est un patient qui est intubé, qui a de la misère à se ventiler, surtout si tu as de la misère à le sevrer, ben, ça ferait du sens de le répléter, là. Puis au niveau métabolique et cellulaire, ben, ça peut amener de la faiblesse musculaire, là, vu que ça joue sa contractilité. Puis oui, il y a de la rhabdomyolyse et même l'hémolyse, surtout quand c'est en bas de 0,33. Parce que dans le fond, le but, c'est quand c'est très bas comme ça, ben, c'est dans le fond relarguer du phosphore au niveau sérique pour être capable d'aller dans des autres organes. Là, si c'est bas, puis ça fait des symptômes, pourquoi? C'est quoi ces causes-là? Comme tout électrolyte intracellulaire, c'est en 3 grandes catégories. Soit on diminue l'absorption ou on diminue l'apport, soit on change la distribution, ou soit on augmente son excrétion rénale. Fait que pour ce qui est du phosphore, si tu diminues son apport ou son absorption, bon, c'est sûr qu'il y a des causes qu'on pourrait dire iatrogéniques, hein, parce qu'on ne l'a pas supplémenté adéquatement, excusez-moi l'anglicisme, mais on ne matche pas ses besoins à lui. Le plus iatrogénique entre vous et moi, c'est les chélateurs. Parce que des fois, le patient arrive en insuffisance rénale aiguë, t'as une hyperphosphatémie, on met des chélateurs, ça finit par se corriger, tout est beau. Puis là, on oublie les chélateurs, puis finalement, il se développe une hypophosphatémie. Fait que, faut pas les oublier, hein, les chélateurs. Quand on les part, surtout en contexte aigu, il faut les réévaluer parce qu'il faut peut-être les cesser à un moment donné. Je suis le premier en faute. Fait que ça arrive, mais on apprend. Fait que, si vous partez des chélateurs en aigu, n'oubliez pas de les réévaluer parce que c'est toujours gênant de supplémenter un phosphore quand la cause initiale d'admission, c'est insuffisance rénale aiguë avec hyperphosphatémie. Et sinon, dans les autres causes de diminution de l'apport, ben, tu te malnourris, tu es en dénutrition, donc c'est sûr que tu vas être à très haut risque d'hypophosphatémie, même sévère. Ton tube digestif ne fonctionne pas parce que tu vomis, tu as des diarrhées ou tu as des sécrétions digestives importantes ou tu as des problèmes de malabsorption. Et aussi l'alcool. L'alcool, ça fait beaucoup de choses, donc de l'hypophosphatémie par diminution de l'absorption, entre autres. Au niveau de la distribution, donc dans le fond, c'est tout ce qui va créer un shift intracellulaire. Que ce soit le syndrome de réalimentation, donner beaucoup de glucides, un alcalose respiratoire, une prolifération cellulaire. Donc vraiment une augmentation du métabolisme pour une consommation intracellulaire de phosphore. Le fameux syndrome des os affamés, donc le Hungry Bone Syndrome, qui va, parce je l'ai dit en entrée de jeu, le phosphore et le calcium s'achètent ensemble pour créer des os. Et l'alcoolisme, encore une fois. Je vais faire un aparté sur le rétablissement de l'acidocétose diabétique. Parce que en acidocétose, il arrive souvent en insuffisance rénale aiguë, il y a un phosphore super élevé, mais quand on commence à corriger l'acidose, avec tout le métabolisme intracellulaire qui reprend, vu qu'on donne de l'insuline, ça va consommer du phosphore. Fait que le phosphore va diminuer. On le sait, il y a d'autres électrolytes comme le potassium qu'il faut suivre de façon très serrée et répléter de façon agressive. Pour ce qui est du phosphore, c'est un petit peu plus gris dans le sens que le phosphore, il va souvent diminuer. Puis là, ça dépend de votre patient. S'il y a des facteurs de risque, d'autres facteurs de risque, tu sais, il est dénutri, il y a des pertes digestives ou il
il a des problèmes de malabsorption de base, ben ça se peut que lui, il soit plus à risque d'hypophosphatémie sévère. Surtout quand tu vas le répléter. Quand tu regardes les lignes directrices canadiennes, même les américaines, vont dire que la réplétion de phosphore en acidocétose diabétique change pas grand-chose et devrait pas être faite. Ça, c'est basé sur des vieilles études des années 80 où il y a même une étude qui avait tenté de donner, on donne du phosphore puis on n'en donne pas. Puis, bon, ça augmentait certains paramètres métaboliques, ça augmentait un peu la délivrance d'oxygène. Ça, il y a d'autres études qui disent non. Mais tout ça est arrivé pour dire que le guideline, bon, dit de pas le répléter. Sauf que là, dans les dernières années, on a plusieurs rapports de cas d'arythmie ventriculaire, de convulsions, d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance cardiaque en acidocétose diabétique se sont tous corrigés avec une réplétion de phosphore. Fait que là, tu te dis, bon, OK, le guideline dit de ne pas le faire, basé sur des très vieilles études. Puis là, récemment, on a plusieurs rapports de cas qui nous disent, ben écoute, finalement, quand c'est vraiment sévère, ça peut être vraiment dangereux. Fait que je pense que la réalité est entre les deux. T'sais. Ne pas le faire totalement, je pense pas que c'est une bonne approche. Le faire vraiment chez tout le monde, je pense qu'il faut peut-être, bon, essayer de personnaliser un peu cette réplétion de phosphore-là. Fait que ce qui ressort beaucoup, un phosphore qui est en bas de 0.33, donc celui-là où il y a des symptômes sévères et sérieux, ce patient-là, oui, je pense qu'en acidocétose, il y aurait peut-être un bénéfice parce qu'il y a beaucoup de... Dans les rapports de cas, souvent, ça diminue en bas de 0.33. Donc, si tu as un phosphore qui est en bas de 0.33, je pense qu'il y a plus de bénéfices à le répléter en acidocétose diabétique. Si tu as un patient qui est en hypophosphatémie, et d'après moi, peu importe le degré, et qui présente des arythmies, des convulsions, qui est intubé, qui a une encéphalopathie, qui a une insuffisance respiratoire, qui a une insuffisance cardiaque. Bon, je pense que lui aura un bénéfice à répléter. C'est pas la majorité des acidocétoses, parce que souvent, on le sait, surtout pour les types 1, ben c'est juste une journée ou deux, pas d'insuline, puis là, paf, ils tombent en acidocétose. Fait qu'ils n'ont pas le temps nécessairement d'être dénutris. Mais il y en a des types 1 qui sont dénutris de base. Fait qu'il faut suivre la tendance. Si la tendance de ton phosphore reste au-dessus de 0.5, probablement, effectivement, répléter le phosphore amènera pas nécessairement de bénéfice et il va se corriger tout seul quand on va recommencer à donner de l'apport au niveau alimentaire. En bas de 0.33, on vient d'en parler. La grande question, c'est entre 0.33 et 0.5. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, tu le sais pas s'il va continuer de descendre, fait que t'es mieux de prendre la balle au bon puis de commencer ta réplétion tranquillement pour éviter qu'il descende en bas de 0.33 et éviter des effets sévères comme des arythmies. Ou t'attends qu'il est en bas de 0.33 puis tu cours encore plus après ta queue comme un petit chien. Là, je pense que c'est vraiment, selon le patient que tu as devant toi, c'est ce qui va te permettre de personnaliser. Tu sais, si tu as un patient qui a beaucoup de facteurs de risque, ben là, à ce moment-là, peut-être que oui, ça vaudrait la peine de le supplémenter, même s'il est entre 0.3 et 0.5. Mais l'important, je pense ici, c'est de suivre son phosphore en acidocétose diabétique, de le suivre régulièrement. Vous allez voir, il va diminuer, ça c'est sûr. La question, c'est il va diminuer jusqu'à où? Va-t-il avoir des symptômes? A-t-il d'autres facteurs de risque? S'il y a d'autres facteurs de risque, peut-être qu'il faut être plus prompt à répléter. S'il n'y en a pas d'autres, regardez qu'est-ce qu'il va faire, puis là, à ce moment-là, on pourra répléter. Je fais cet aparté parce que je pense que c'est un piège clinique en acidocétose diabétique, puis il faut être au courant de ça, parce qu'on sait tous qu'il faut suivre le potassium, puis ça peut être délétère de pas en donner, mais je pense que le phosphore aussi, puis on commence à avoir de plus en plus de rapports de cas. Vous allez me dire, bon, Mathieu, c'est des rapports de cas, là, ça vaut ce que ça vaut. Oui, mais moi, ces rapports de cas-là me lèvent comme un drapeau, parce que là, il faut peut-être réévaluer un peu ce qu'il faut faire. Et dernière cause aussi, c'est dans le fond l'augmentation des excrétions rénales, que ce soit des déficiences en vitamine D ou une hyperparathyroïdisme. Les thérapies de remplacement rénal, ok, ça c'est rapporté, mais ça c'est juste parce que ça a été mal ajusté. Là. En règle générale, c'est très peu une cause. L'acidose métabolique, encore une fois, l'alcoolisme.
Au niveau médicamenteux, dans la diminution de l'apport des médicaments, bon, c'est sûr, nos chélateurs, comme on parlait, c'est une cause un peu iatrogénique. Au niveau de la distribution, bon, je n'ai parlé beaucoup avec l'acidocétose. L'insuline, naturellement, va faire rentrer le phosphore. Tous les agonistes bêta-2, les catécholamines, théophylline aussi, parce que ça fonctionne un peu, les méthylxanthines fonctionnent un peu comme le bêta, si on veut. L'érythropoïétine et les facteurs de stimulation comme le GSF-F, comme le filgrastim par exemple. Ça, dans le fond, c'est juste parce que ça augmente la prolifération cellulaire, ça augmente la consommation intracellulaire. Puis au niveau de l'excrétion rénale, ben, on a nos bons vieux diurétiques de l'anse, les thiazidiques, les diurétiques osmotiques également, et les inhibiteurs, l'anhydrase carbonique. Bon, ok, ça, on les utilise pas vraiment beaucoup, mais tu sais, des fois, un petit peu d'acétozolamine en alcalose métabolique de contraction pour flusher tes bics, quand même, c'est intéressant. Sache que ça peut faire une hypophosphatémie. Les corticos et la théophyline aussi, au niveau de l'excrétion rénale, ça les favorise. Maintenant, le nerf de la guerre, maintenant qu'on s'est dit qu'il faut répléter, comment qu'on va faire ça? Mais avant de répléter, il y a une chose vraiment, vraiment importante. Il faut vérifier son calcium. Parce que si vous êtes en présence d'une hypercalcémie, ton hypophosphatémie est secondaire. Fait que ça vaut pas la peine de répléter une hypophosphatémie si ta cause est une hypercalcémie. Il faut que tu corriges ton calcium, puis ton phosphore va se corriger tout seul. À la limite, c'est en hypercalcémie assez importante. Corriger ton phosphore pourrait être un peu dangereux pour favoriser ta chélation phosphocalcique. Si on veut se donner une idée, tu fais phosphore fois ton calcium total. Si tu arrives à un produit de multiplication plus grand que 4, habituellement, tu es au risque de chélation. Donc, gardez ça en tête avant de répléter votre phosphore. Regardez votre calcium. Et les autres grands principes de réplétion, les échanges intra-extracellulaires sont lents, donc une vitesse plus lente va permettre des meilleurs échanges intra-extracellulaires et on va avoir une meilleure réplétion. Et au niveau de la réplétion, ça te prend au moins 6 à 8 heures après la fin de ta dose, surtout IV, pour permettre justement ces échanges-là avant de faire ton contrôle. Donc, si tu atteins 6 à 8 heures, tu vas avoir un meilleur reflet de ta réplétion, plus que si tu fais un contrôle 1 heure après la fin de ta réplétion. PEROS, souvent, ça va être les traitements d'entretien quand le patient est asymptomatique. Sinon, on va y aller pour le IV. Au niveau du PEROS, au Québec, il y a les comprimés de phosphate effervescent de 500 mg qui sont grossièrement 16 mmol, qu'on va diluer dans 125 à 250 ml d'eau. Les doses, généralement en bas de 0,5, la voie entérale seule n'est pas recommandée. Au-dessus de 0,5, c'est discutable selon le cas qu'on a. On va souvent donner 1 à 2 comprimés 2 à 3 fois par jour, donc entre 16 à 32 mmol 2 à 3 fois par jour. L'absorption se ferait mieux si on en donne moins, mais plus souvent, surtout pour la tolérance, ok? Parce que plus vous allez augmenter votre dose, plus ça va faire comme un laxatif et on se tire dans le pied. Fait que si tu veux une meilleure réplétion PEROS, c'est mieux de augmenter ta fréquence plus qu'augmenter ta dose pour avoir une meilleure tolérance. Si jamais on n'a pas les comprimés de phosphate effervescent, il y a une solution liquide, un phosphate liquide de type Foslax qu'on a dans la majorité des hôpitaux. À vrai dire, souvent, c'est ce qu'on sert pour faire les bains de dialyse. Puis c'est disponible à l'extérieur de l'hôpital aussi. Là. C'est comme dans le fond, ben, c'est les petites fioles de laxatif de phosphore. 5 ml, c'est grossièrement 20 mmol. Okay? C'est prêt à l'emploi, donc on peut le donner comme ça dans les tubes, mais pour faciliter l'administration, souvent on va le diluer dans à peu près une trentaine de ml d'eau là, pour que ça soit vraiment plus facile. Fait que ça, c'est une solution quand même assez intéressante. Si jamais les comprimés sont non disponibles ou si la dilution d'eau est vraiment trop importante ou si jamais vous avez un patient qui doit quitter en externe avec une réplétion de phosphore, les comprimés effervescents au Québec ne sont pas remboursés au moment de cet enregistrement-là. Fait que les phosphates liquides, lui est en vente libre. C'est beaucoup moins dispendieux. Ça vient en petite fiole de 45 ml, donc tu as à peu près 8 doses de 5 ml là-dedans. Ça coûte en bas de 10 $ la fiole. Tu te dis, bon, ben, ça pourrait être une alternative, donc à garder en tête.
Chez nous, on utilise de plus en plus le phosphate liquide parce que c'est un peu plus facile au niveau de l'administration. Ça fait moins d'eau à donner, là, surtout pour les levures. Alors que si on veut le faire au niveau IV, on se rappelle qu'il y a deux sels. Il y a le phosphate de potassium qui contient 4,4 mg de potassium pour 3 mmol de phosphore. Puis il y a le phosphate sodique qui va contenir 4 mg de sodium pour 3 mmol de potassium. La dilution, elle est importante, surtout pour le phosphate de potassium, parce que le potassium est quand même assez très irritant. Le phosphore l'est un peu, mais c'est la portion potassique qui l'est plus. Donc, au niveau périphérique, habituellement, on va donner 15 mmol dans 250 ml, soit de NS ou de D5, là, choisissez votre poison. Puis quand on a besoin de donner 30 mmol et plus, on va y aller dans 500 ml. Tandis que quand on est en centrale, on peut concentrer 30 mmol et moins dans 100 ml. Puis les plus que 30 mmol, on va mettre ça dans 250 ml. C'est au niveau de l'administration. Tout se joue vraiment au niveau de l'administration. Je vous disais, les échanges intra-extracellulaires sont lents. Ça veut dire que plus tu vas le donner vite, plus tu vas saturer tes échanges et moins tu vas avoir une bonne réplétion. Donc, il vaut mieux viser une réplétion lente. On dit que la vitesse maximale, c'est 7,5 mmol par heure d'administration de phosphore. Moi, je vous dirais viser la moitié de ça, au moins. Fait un 15 mmol à la vitesse max, c'est 2 heures. Fait que visez au moins la moitié, donc au moins en 4 heures. Puis je vous dirais, la réplétion va être encore meilleure si vous y allez en 6 à 8 heures. Donc, vous divisez par 3 ou par 4 l'administration. Fait que ça vous fait des vitesses d'administration qui vont être vraiment diminuées et vous allez avoir une meilleure réplétion. Puis c'est un peu ça le truc. Parce que dans la littérature, il y a plusieurs échelles de réplétion qui vont de 15 mmol quand ton phosphore est entre 0,75 et 0,9, tu donnes 15 mmol. Entre 0,5 à 0,75, tu donnes 30 à 45 mmol. Puis en bas de 0,5, tu donnes 45 à 60. C'est ce qui est rapporté dans la littérature. Moi, je vous dirais que par expérience, quand tu as une diminution légère, tu peux donner un 15 mmol en 6 à 8 heures. Tu as une diminution qui est plus marquée jusqu'à 0,5, puis même, je descends jusqu'à 0,40. Tu peux donner un 30 mmol en 8 à 10 heures. Puis je vais même jusqu'à 0,30. Quand le phosphore est à 0,33, ça m'arrive de donner encore des 30 mmol, mais au lieu de donner en 8 à 10 heures, je vais le donner en 12 à 16 heures. Puis dès qu'il est en bas de 0,33, je vous dirais un 60 mmol. Puis le 60 mmol, je le donne en 12 heures, si c'est pas plus longtemps, en 24 heures pour avoir une meilleure réplétion. Là, je suis conscient que donner 60 mmol en 24 heures, ça revient à faire une perfusion continue. Mais la vitesse d'administration, elle est quand même très faible. Ce qui fait que je ne sature pas nécessairement mes échanges extracellulaires et ça me fait une meilleure réplétion. Fait que je pense que ce qui est à retenir, c'est si tu veux donner du phosphore IV, il faut que tu le donnes lentement. Plus tu vas le donner lentement, meilleure va être ta réplétion. Fait qu'un 15 mmol généralement en 6 à 8 heures, un 30 mmol généralement en 8 à 10 heures, puis un 60 mmol, moi je vous dirais généralement en 10 à 12, c'est pas 16 heures. Vous allez avoir une meilleure réplétion, vous allez moins courir après. Et ça diminue aussi le risque de chélation avec le calcium, parce que plus tu vas le donner vite, plus ton phosphore sérique va monter rapidement, plus tu augmentes ton risque de chélation phosphocalcique au niveau sanguin. Fait que plus tu vas le donner lentement, plus tu vas vraiment diminuer ce risque-là, parce qu'on se souvient que la chélation phosphocalcique, il y a énormément de facteurs. T'sais, oui, il y a les concentrations, mais il y a les volumes, les pH, la température. Puis là, on est in vivo, donc il y a d'autres interactions in vivo également. Plus tu vas le donner lentement, meilleure va être ta réplétion. Fait que bref, les petites perles au niveau du phosphore, toujours vérifier son calcium avant de répléter un phosphore. C'est une correction lente, donc sur plusieurs heures. Et comme c'est intracellulaire, souvent, ça va nécessiter un 3-5 jours. Mais plus vous allez le donner lentement, moins de temps ça va vous prendre. Donc, au lieu de vous prendre 5 jours, pour répléter un phosphore, ça va vous en prendre peut-être 2 ou 3. On n'oublie pas, après son bolus, on va contrôler au moins 6 à 8 heures après la fin de sa dose pour avoir la vraie réplétion. Au niveau Péros, surtout quand c'est léger ou c'est asymptomatique, puis on n'oublie pas, on augmente la fréquence avant d'augmenter la dose pour avoir une meilleure tolérance et une meilleure réplétion. Puis au niveau IV, on va garder ça pour quand il y a des symptômes, quand c'est sévère ou quand la voie Péros n'est pas disponible naturellement. Puis on va toujours favoriser un temps d'administration plus élevé qu'une dose plus élevée. Donc bref, ça fait le tour du phosphore.
J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager à tous vos amis et collègues qui trippent autant que vous en soins critiques, en soins intensifs, en urgence. Continuez la conversation sur Twitter, Facebook et toutes les autres plateformes. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.